Bienvenue à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cet atelier qui est le suivant, réflexion sur les causes et motivations de l'immigration dans les communautés francophones et acadiennes. Et ici, on va voir l'exemple des ressortissants de la République démocratique du Congo. Donc ça va être présenté par notre coordonnateur de la recherche, Abdul Malik Ahmad. Et ce sera animé par moi-même, Claire Dewey. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, la coordonnatrice des communications de l'OIFC. Donc, petit florilège de rappel technique. Merci de garder vos micros en sourdine quand vous ne parlez pas. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, allumer vos caméras. C'est toujours plus sympa de tous se voir. Et n'hésitez pas à utiliser la fonction clavardage pour toute question ou tout commentaire pendant la présentation. Donc, bien entendu, cette présentation est présentement enregistrée et elle sera diffusée sur nos réseaux sociaux et envoyée dans les prochains jours par courriel. Je voudrais avant tout reconnaître que je me tiens aujourd'hui à Toronto, donc sur le territoire traditionnel des Mississaugas de la Crédite, des Anishi Nabeg, des Chippewa, des Odo, Odeno Shawnee et des Wendat, excusez-moi. Et comme nous sommes tous réunis virtuellement sur Zoom et que nous sommes tous sur des territoires différents, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager votre position dans le clavardage, le nom du territoire ou de la communauté autochtone où vous vous trouvez aujourd'hui. Et je voudrais rappeler la mission de l'OIFC qui est de créer un espace de recherche, de partage, de mobilisation des savoirs sur l'immigration francophone afin de soutenir l'élaboration des politiques publiques, de même que l'évolution des pratiques et l'accès à des données fiables. La vision qui est d'être une référence nationale incontournable en matière de recherche et de pratiques qui contribuent à réduire les barrières systémiques liées à l'immigration francophone en situation minoritaire, et nos valeurs qui sont le par, pour et avec les francophones, la rigueur scientifique, la collaboration et l'accessibilité. Et je voudrais aussi dire un petit mot sur notre fiduciaire, qui est l'Université de l'Ontario français, qui a été fondée en 2018, qui est une université publique autonome et francophone qui est située à Toronto. Et c'est la première université gouvernée par et pour les francophones en Ontario. Et je vais tout de suite passer la parole à notre panéliste, qui est Abdul Malik, coordonnateur de la recherche à l'OIFC. Merci beaucoup, Claire. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour cette présentation. Donc, en fait, je vais vous présenter un peu les premières analyses d'une recherche qu'on vient de finaliser sur l'immigration congolaise dans les communautés francophones et acadiennes. Donc, en fait, cette recherche vise à identifier les ressorts, les motivations à l'œuvre dans ces trajectoires migratoires à partir du projet migratoire, l'élaboration du projet migratoire au Congo ou ailleurs, jusqu'à sa réalisation ici et leur arrivée ici dans les communautés francophones. Donc en fait, c'est une recherche. Prochain slide. Donc en fait, pourquoi cette recherche? Pourquoi les Congolais et pas les autres origines et les autres communautés francophones issues de l'immigration? En fait, c'est que les personnes congolaises apparaissent dans le dernier recensement du Canada, dans une position un peu particulière, c'est que, à la différence des autres Africains, on verra ça tout à l'heure, les Congolais sont plus présents en contexte minoritaire, en francophonie minoritaire, qu'au Québec. Et donc, c'est le constat de départ, ce constat empirique. Et donc, l'objectif de la recherche, c'est d'aller faire une recherche qualitative pour essayer de comprendre pourquoi les Congolais sont
plus présents à l'extérieur du Québec qu'au Québec, sont plus présents dans les communautés francophones. Et donc là, on peut voir dans les données, c'est qu'il y a 47% des Congolais qui sont au Québec, 30% qui sont en Ontario, et quand on additionne toutes les communautés francophones, on se rend compte qu'ils sont plus présents à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Prochain slide. Et en fait, ce qu'on a aussi observé en analysant les différents recensements depuis les années 80, c'est que les Congolais qui vivent dans les communautés francophones, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui remonte à très loin, puisqu'on voit ici déjà avant 1980 que les Congolais étaient déjà plus nombreux en dehors du Québec qu'au Québec. Et ça a changé un peu durant les années 80 mais jusqu'en 2000. Mais après, la dynamique avant les années 80 a repris. On constate qu'ils ont commencé à partir de là à être encore plus présents en contexte minoritaire. Et donc, c'est ça le constat de départ. Donc, on va passer au slide suivant. Et donc, quand on regarde, par exemple, toutes les personnes immigrantes francophones qui sont installées au Canada en général, on constate que là, encore une fois, ils se distinguent, mais vraiment, puisque les Camerounais sont à 71% au Québec, les Marocains 84% au Québec, et les Congolais sont ceux qui sont à 52%, voire presque 53% dans les communautés francophones. Donc pourquoi? Donc ça a été l'étonnement de départ. Pourquoi les Congolais immigrent-ils et elles dans les communautés francophones? Donc pour Et ah, regarde, t'as la place là. continuer dans la présentation, euh, c'est la question un peu de recherche, c'est que comment les personnes congolaises prennent la décision individuelle ou collective de s'installer en dehors du Québec, dans les communautés francophones et acadiennes. Et donc, je me suis appuyé sur les travaux sur la prise de décision migratoire. Donc l'idée, c'est de remonter sur cette littérature qui date de depuis plus d'un siècle maintenant, sur les déterminants de la migration individuelle. Pourquoi on quitte chez soi pour aller dans un autre pays ou une autre région. Donc il y a plusieurs modèles d'explication qui ont été proposés depuis plus d'un siècle maintenant. Il y a les approches néoclassiques des économistes qui expliquaient que l'individu qui quitte chez lui, il va comparer les coûts entre les différents lieux et puis décider rationnellement où il va aller. Ce modèle-là, il a été très contredit. Il y a aussi le modèle push and pull, c'est-à-dire que les personnes vont regarder les facteurs de répulsion chez eux. Il y a la guerre, il y a la pauvreté, et ils vont comparer avec les facteurs d'attraction d'un pays et puis ils vont décider de partir. Ce modèle aussi a été critiqué puisqu'il est assez simpliste et on verra tout à l'heure. Il y a d'autres modèles qui ont été proposés par la psychologie sociale sur les attentes et les valeurs des personnes. Mais dans cette présentation, tous ces modèles-là, je vais essayer de les articuler ensemble parce qu'il n'y a pas un facteur qui est plus important qu'un autre. C'est qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer pourquoi les Congolais sont venus s'installer dans les communautés francophones. Donc, c'est pour ça que j'opte pour un modèle pluraliste euh, pour expliquer que la migration ou l'immigration s'explique par une combinaison de différents facteurs économiques, familiaux, politiques, différents réseaux, les imaginaires aussi, les différentes images que les gens ont des différents pays. Tout cela va participer au processus de choix d'un lieu ou d'un pays ou d'une région. Et ce choix, il est toujours exercé sous contrainte. Et donc, c'est un peu le cadre théorique que j'ai adopté. Et quand on regarde les travaux qui sont faits en francophonie minoritaire canadienne sur l'immigration, la plupart de ces travaux ne s'intéressent pas du tout au choix de venir. C'est pour cela qu'on ne connaît pas suffisamment les attentes des personnes qui immigrent. On s'intéresse davantage à l'établissement, à l'identité, à la gouvernance migratoire. On s'intéresse aussi à la question de l'intégration, mais assez peu, hormis quelques travaux comme ceux de Luisa Véronis et Suzanne Mio qui se sont intéressés à ce qu'ils ont appelé l'imaginaire géographique. Il y a peu de recherches qui examinent en profondeur
les choix que les personnes prennent, les décisions de venir s'installer. Et en fait, ces décisions s'accompagnent de motivation, d'attente, de rêves, d'imaginaire aussi. Donc c'est un peu ce qu'on va voir là maintenant, c'est que qu'est-ce que les personnes immigrantes francophones viennent, apportent avec eux comme rêve, comme choix, comme motivation quand ils arrivent dans les communautés francophones. J'aimerais quand même rappeler quelque chose avant de passer à l'étape suivante, c'est que je m'appuie quand même sur les chercheurs africains, puisque c'est un travail qui a été fait sur des Africains. J'essaie quand même de tenir compte de ce qu'ils ont proposé. Selon Jean-Marc Ella, qui est un chercheur camerounais, pour lui, pour expliquer la décision de quitter l'Afrique, souvent on va parler de la pauvreté, on va parler de la guerre. Tout cela participe de la prise de décision, mais pour lui, Jean-Marc Ella, ce qui impulse vraiment le départ des Africains, c'est c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on a la bonne information. C'est surtout parce que il y a les aînés du clan qui vont décider, il y a la familiarité culturelle avec le lieu qu'on vise. Il y a la question de la mémoire de la migration qui est enracinée. Une personne est partie, elle revient, elle a investi, donc on voit ce qui se passe avec le fait que cette personne est partie. Il y a aussi quelque chose d'important dans beaucoup de tribus et de régions en Afrique, c'est la question de la tradition de se déplacer, qui est un peu comme une tradition un peu initiatique. On devient un homme ou une femme en se déplaçant. Et donc tous ces facteurs-là, on essaie de tenir compte parce que ça va expliquer aussi la façon dont les personnes vont se comporter une fois qu'ils arrivent dans les communautés francophones. On va passer au slide suivant. Donc, concernant les personnes congolaises, comme objet de recherche dans les communautés francophones, il y a eu déjà beaucoup de travaux qui ont été faits, encore une fois, sur les questions d'établissement, d'intégration, mais on ne s'intéresse pas beaucoup à la question de la décision d'immigrer, aux imaginaires sous-jacents, aux rêves et à la motivation de choisir une province plutôt qu'une autre. On s'est intéressé aux choix scolaires des parents rwandais et congolais à Edmonton, on s'est intéressé à la discrimination dans la recherche de logement des immigrants français et congolais à Toronto. D'autres travaux se sont intéressés à des enjeux plus ou moins proches, mais très peu, ou voire même quasiment pas du tout, il n'y a pas de recherche qui s'intéressait à cette question de la décision d'immigrer. On va passer. Donc, le cadre d'analyse que je mobilise pour expliquer un peu cette décision migratoire, c'est un cadre d'analyse qui réunit à la fois le concept d'agentivité et d'intersectionnalité pour essayer de comprendre comment les aspirations individuelles et collectives, les imaginaires, les ressources et les contraintes vont refléter des positions à à l'intersection de plusieurs rapports sociaux. Pour le dire simplement, c'est que les personnes, quand ils prennent la décision de partir, il y a, il y a des façons, comment dire, ces décisions, elles se manifestent différemment selon que l'on est une femme, selon que l'on est un homme, selon notre âge, selon notre position dans la famille, si on est une personne aînée, une personne cadette. Donc en fait, cette décision de partir, elle est complètement différente en fonction de ses positions sociales. Donc c'est un peu le cadre d'analyse que je mobilise. Et comme je le disais tout à l'heure, ce cadre d'analyse est lié aussi à une théorie des migrations qui est pluraliste. Donc on tient compte à la fois de la personnalité des personnes, des trajectoires socio-économiques, de l'environnement familial qui produit ce départ, des circuits d'information ou de désinformation auxquels la personne est exposée, et des réseaux qui vont favoriser le départ. Slide suivant. Donc, l'objectif de cette recherche, c'est d'analyser les causes et les motivations qui vont amener les Congolaises et les Congolais à s'établir dans les communautés francophones, que ce soit directement depuis la République démocratique du Congo ou après une étape québécoise ou une autre étape. Puisqu'on va voir que l'immigration dans les communautés francophones, elle ne se fait pas de façon linéaire. Il y a plusieurs étapes dans cette trajectoire. Et les objectifs spécifiques, c'est d'arriver à restituer les processus biographiques par lesquels ces gens-là, ces personnes, construisent la décision d'immigrer dans les communautés francophones et montrer leur motivation et enfin dégager des profils types de parcours, de trajectoires.
en fonction de notre corpus et de nos données. Donc, je rappelle un peu les questions de recherche qui ont guidé un peu ce travail. C'est pourquoi des Congolaises et des Congolais francophones décident d'immigrer en francophonie minoritaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, les autres sont plus majoritairement au Québec, les Sénégalais, les Algériens, les Marocains, pour rester en Afrique. Et eux, ils se distinguent vraiment, même quand on compare les Congolais avec les francophones européens, qui sont majoritairement au Québec, d'après le dernier recensement, eux, ils se distinguent de ce point de vue-là. Et donc, quels sont les facteurs qui influent sur la prise de décision individuelle? Pourquoi celles et ceux qui s'installent d'abord au Québec finissent par quitter le Québec pour les communautés francophones? Quelles ressources, quelles médiations imaginaires rendent possible cet établissement direct ou secondaire, ou même tertiaire dans les communautés francophones? Donc, un petit rappel méthodologique pour aller vite. Donc, on a réalisé 15 entrevues d'une durée moyenne ou supérieure à 1 heure sur Teams et Zoom partout au pays, à la fois à l'est, à l'ouest, dans les prairies, en Ontario, donc partout au pays où on a réussi à avoir des personnes pour les interviewer. Et on a aussi, pour le recrutement, on a utilisé nos réseaux, nos partenaires de l'Observatoire. Et j'ai participé à une réunion dans une église à Moncton pour recruter quelques personnes qui ont participé à l'entrevue lors du symposium en immigration francophone. Donc le guide d'entrevue a abordé des thèmes comme la trajectoire migratoire, les réseaux et les ressources, le rapport aux communautés d'accueil et diasporiques, les barrières systémiques. Donc, notre échantillon, il se présente de cette façon en âge. On a à peu près 33 ans d'âge médian. Au niveau du genre, on a rencontré 9 femmes et 5 hommes. Au niveau du statut, il y a plusieurs types de statuts qu'on a interviewés. Il y a des permis d'études, des permis de travail, des personnes accompagnantes, regroupement familial, et puis les voies de protection. Mais les voies de protection ne font pas partie de notre échantillon, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes originaires du Congo qui sont réfugiées. Et donc, quand on a diffusé dans nos différents réseaux, il y a des personnes qui ont répondu oui pour participer à l'enquête, et on s'est rendu compte que c'était des personnes réfugiées. Donc, on n'a pas vraiment analysé les entrevues parce que on s'est dit que c'est une caractéristique particulière et qu'il faudrait une recherche à part entière. Mais j'ai décidé de les inclure, en fait, pour montrer leur forte présence dans les communautés francophones, ces personnes qui sont réfugiées ou demandeuses d'asile. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a des personnes qui sont au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta, etc. Donc, il y a quelques biais, si vous voulez, on y reviendra lors de la discussion. Donc, pourquoi on immigre dans les communautés francophones? C'est un peu Donc, il y a 5 registres de motivation. Le premier des registres qui est revenu le plus souvent dans les entrevues, c'est que le Canada, c'est un pays, il y a un imaginaire prémigratoire du Canada qui s'organise un peu autour de ces traits. C'est un pays de paix, un pays où il y a beaucoup plus de diversité, de culture, de langues. Un pays où on accepte tout le monde, c'est un pays bilingue, il y a beaucoup de francophones, même si la plupart des personnes qu'on a rencontrées avant d'arriver au Canada n'étaient pas au courant qu'il y avait des communautés francophones en situation minoritaire, forcément, hormis les étudiants qui a été sélectionnés par l'Université de Moncton ou l'Université Sainte-Anne, qui, eux, forcément, ont su qu'il y avait des communautés francophones, en tout cas des enclaves francophones. Et donc, c'est un peu ces imaginaires qui ont participé à construire l'envie et le besoin d'immigrer dans la communauté francophone. Euh, on va passer à l'étape suivante. Au niveau du second registre de motivation, c'est la question des opportunités éducatives et professionnelles. Et donc là-dessus aussi, le besoin d'immigrer dans les communautés francophones, il est assez proche avec ce que toutes les recherches qui ont été faites dans d'autres régions du monde, les personnes qui veulent immigrer en Europe, qui veulent immigrer aux États-Unis, on retrouve à peu près ces mêmes registres de motivation. Donc c'est l'opportunité éducative ou professionnelle. Donc l'accès à des programmes d'études qui sont jugés non disponibles ou de moindre qualité au Congo va motiver plusieurs trajectoires migratoires. On passe.
à l'étape suivante. Et l'autre facteur, l'autre motivation à venir s'installer dans les communautés francophones, c'est le fait de contourner des barrières migratoires, des barrières systémiques antérieures. Plusieurs personnes qu'on a rencontrées, le fait de venir s'installer au Canada est une seconde, une troisième tentative d'immigration dans un pays. Et donc, en fait, cette tentative d'immigration au Canada, elle découle d'une frustration, d'un échec d'un projet migratoire antérieur. C'est le cas de Christelle ou de Amira qui nous explique, le cas par exemple d'Amira qui a été étudiante en Tunisie et qui a vécu du racisme, qui a vécu une marginalisation et qui y a profité de cette frustration pour amorcer son projet migratoire au Canada dans les communautés francophones. Christelle, ses parents ont voulu aller en Europe et ils se sont rendus compte que c'était très compliqué. Donc le premier choix était d'aller en Europe et puis ils ont décidé de venir s'installer au Canada. Le, le le quatrième registre de l'immigration dans les communautés francophones, c'est une stratégie familiale et ou conjugale. Donc la décision de venir n'est pas solitaire. Plusieurs personnes qu'on a rencontrées suivent un conjoint qui est en études ou qui a eu un permis de travail ou suivent évidemment leurs parents qui ont amorcé des démarches de regroupement familial. C'est le cas de Christelle qui est arrivée à Sherbrooke en 2006 et puis à l'âge de 12-13 ans. Et sa famille a décidé de quitter le Québec pour venir s'installer dans les communautés francophones à partir de 2006. Donc la décision, c'est un fait familial qui est négocié dans le ménage. Anna, elle le dit clairement, donc je cite une entrevue qu'on a eue. Pour suivre mon compagnon qui faisait sa thèse à l'époque, ça a été la principale raison de ma présence ici. Donc, ils sont venus au Canada pour des raisons familiales. Et enfin, le dernier registre d'immigration, c'est le rôle, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la spécificité des migrations africaines, c'est que les réseaux jouent un rôle important. Les démarches concrètes pour les réaliser et pour réduire les coûts à la fois économiques, informationnels et procéduraux, il faut pouvoir faire appel à un réseau. Et c'est le cas de Aline qui nous explique qu'un ami de la famille, il est même considéré dans la famille comme un spécialiste du remplissage des formulaires IRCC. Et donc c'est cet ami qui a aidé à remplir les formulaires et qui habite déjà dans les communautés francophones, qui l'a aidé à faire ses papiers pour pouvoir venir au Canada. Patrick nous explique que c'est l'aide d'un notable congolais qui est installé à Ottawa qui lui a permis de pouvoir faire ses démarches. C'est la même chose pour d'autres personnes. Donc en fait, toutes ces médiations sont un peu décisives pour un peu déterminer le choix du Canada et le choix des communautés francophones parce que euh, tenter un pays où on n'a personne qui peut nous aider, c'est beaucoup plus fastidieux que de s'appuyer sur le réseau qui peut faciliter, raccourcir les délais, raccourcir les démarches. Donc, à ces cinq registres, en fait, ça s'ajoute une question un peu rarement abordée dans les travaux sur l'immigration. C'est la question de la position socio-économique des familles. J'ai comparé un peu les récits, c'est que ce sont des personnes qui viennent de familles plutôt aisées. Quand on reprend un peu les indices des informations qui sont données, on se rend compte que ce ne sont pas les plus pauvres qui immigrent. Et ça, encore une fois, ça confirme ce qu'on constate ailleurs, partout sur la planète. C'est que les personnes qui partent ne sont pas les personnes les moins dotées. Ce sont ceux, généralement, qui sont les plus dotés ou ceux qui sont dans si on peut appeler ça des classes moyennes un peu congolaises, qui ont pu absorber un peu les seuils financiers d'admissibilité demandés par l'IRCC, les frais de scolarité internationaux, parce qu'on sait que les frais de scolarité au Canada sont assez chers pour les étudiants. Et donc, ça illustre un peu l'origine sociale et économique de ces personnes qui immigrent dans les communautés francophones. Et ici, pourquoi on quitte le Québec? Donc, il y a les registres que j'ai présentés tout à l'heure de motivation généraux, et puis il y a les spécificités des personnes qui arrivent au Canada par le Québec. Donc, pourquoi ces personnes quittent le Québec? C'est la première raison qui est revenue, c'est l'emploi de la conjointe ou du conjoint qui se trouve dans les communautés francophones.
Donc, on va suivre son compagnon ou sa compagne euh, à, euh, comment dire, en Alberta, au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, parce qu'il a eu une opportunité de travail là-bas. La question aussi qui pousse au départ du Québec, c'est la question du racisme ordinaire qui est vécu là-bas. Donc il y a ce récit, par exemple, de Anna qui nous disait qu'il y avait des gens, elle travaillait comme caissière et elle expliquait qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas venir à sa caisse parce qu'elle était noire. Il y a même une cliente qui lui a dit explicitement, je ne viens pas vous voir, je vais ailleurs, alors que la caisse là-bas, il y avait une queue. Et donc il disait, venez ici parce que c'est libre. Et elle disait, non, je viens pas, on est envahi, il y a trop de personnes comme vous ici. Donc elle a compris que c'était parce qu'elle était immigrante et qu'elle était noire. C'est la même chose pour Christelle qui a décidé de quitter le Québec, c'est qu'elle s'est rendue compte que ses voisins l'harcelaient beaucoup, prenaient ses courriels, les ouvraient. On a déjà appelé le service à l'enfance contre elle parce que son enfant pleurait beaucoup, un nouveau-né. Et donc c'est ces facteurs-là qui participent au départ du Québec. Il y en a d'autres. Il y a donc pour appuyer encore donc Christelle, il y a la question du racisme. Et donc pour revenir un peu sur tous ces facteurs, ce sont des facteurs qui s'imbriquent. Il n'y a pas un facteur qui est plus décisif qu'un autre. C'est l'exemple de Christelle qui, elle, a subi ce racisme. Et donc là, on est en face d'une question d'intersectionnalité. C'est une femme noire qui venait d'accoucher. Donc la maternité l'a soumise à des formes de harcèlement de par les pleurs de son enfant. Et c'était un enfant qui avait un retard de langage. Et ce retard de langage l'a poussé, parce qu'il y a une cousine à elle, donc la question du réseau entre en jeu, qui lui a dit qu'en Alberta, il y a beaucoup plus d'aide et d'accompagnement pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc, c'est un autre facteur qui vient s'ajouter au facteur qu'on vient de voir. Il y a aussi un facteur inattendu, la question du français à Montréal. Je m'y attendais pas. Donc, c'est Espoir qui nous explique que la plupart de ses appels pour des entrevues en Montréal étaient en anglais. Et elle s'est dit, je vais rejoindre des membres de ma famille qui sont en Alberta parce que il m'explique qu'on peut travailler en français en Alberta. Donc ça, c'est inattendu. C'est l'une de ces informations inattendues qu'on peut avoir dans une enquête. Et puis, il y a la question du réseau qui va favoriser le départ du Québec pour les communautés francophones. Slide suivant. Donc, j'ai décidé de réunir un peu les différents récits autour de différents profils, profils migratoires, différentes trajectoires migratoires congolaises. Mais avant d'entrer dans ces profils, je voulais juste dire que ce sont des profils qui ne sont pas étanches. Par exemple, Dieudonné, qui est dans le profil 2, il est aussi un peu dans le profil 1 à certains égards. Mais ce qui le distingue des autres, c'est que il est arrivé après avoir été ailleurs. Il a connu une étape aux États-Unis. Donc, c'est pas des profils qui sont fermés. Mais pour construire ces profils, je me suis appuyé sur trois critères principaux qui permettent de dire, voilà, à peu près, les personnes qui viennent dans les communautés francophones. Ça va être l'étudiant international qui arrive directement, ça va être l'étudiant international qui arrive dans les communautés francophones après avoir été ailleurs, ça va être la personne qui est en accompagnement familial pour une vie de famille euh, en tant qu'enfant ou en tant que compagnon ou compagne, et la personne qui est en quête de protection, réfugié. Et donc, c'est un peu les profils des personnes qui arrivent dans les communautés francophones. Euh, et donc, je vais présenter un peu en détail. Donc, ces profils, un peu, c'est que on- je les ai construits en m'appuyant un peu sur la recherche on a faite à l'Observatoire sur les barrières systémiques. C'est que ce que les récits des personnes qu'on a rencontrées montrent, c'est que les barrières systémiques, barrières linguistiques, informationnelles, administratives, financières, ne s'appliquent pas de la même façon à tout le monde. Elles s'adaptent aux rapports sociaux intersectionnels. Et donc, par exemple, le cas du profil 1, ce sont trois étudiantes congolaises qui sont arrivées seules au Canada sous permis d'études entre 2016 et 2025. Leur âge moyen de ces trois étudiantes est de 20 ans. Elles sont arrivées à Moncton, Toronto, Ottawa. Et donc, pour pouvoir faciliter leur arrivée dans ces communautés, il a fallu réunir beaucoup d'argent.
Donc c'est pour ça que je disais que la question des ressources financières de la famille au départ est très importante pour pouvoir venir s'installer dans la communauté francophone. Donc ça apporte des connaissances pour les communautés euh, en fait, les organisations communautaires qui veulent renforcer le recrutement, c'est que si on veut augmenter la cible, enfin, on veut atteindre les cibles fixées, il faudrait peut-être voir que, il y a des personnes qui ont peut-être pas des ressources financières au départ, qui pourraient être accompagnées, je ne sais pas de quelle manière, pour pouvoir venir. Parce que ce qu'on constate dans cette recherche, c'est que les personnes qui viennent, ce sont des personnes qui ne viennent pas des familles les plus pauvres. Et c'est le cas de ces trois étudiantes que je viens de vous présenter. Et donc, pour pouvoir venir, il a fallu ces ressources familiales et financières qui ont permis d'alléger les difficultés et les barrières systémiques. Je présente un des trois profils et après je vais conclure. On peut revenir dans le dernier slide. Ok, merci, Claire. Euh, je vais présenter le profil 3 que je trouve très intéressant. Ce sont trois femmes qui sont arrivées entre 2006 et 2020. Leur âge moyen est de 23 ans. Christelle est arrivée avec ses parents à 12 ans, 26 ans pour Anna, 32 ans pour Astel. Euh, Astel et Anna sont arrivés avec un permis de travail ouvert pour accompagner leur compagnon. Euh, leur- le compagnon de Anna était un étudiant qui commençait un doctorat à l'université de Trois-Rivières et celui de Astel est venu comme travailleur temporaire. Et ce qu'on constate, c'est que les trois cas partagent, euh, c'est que au départ, personne de ces trois femmes n'a porté le projet migratoire de venir. Elles ont suivi leurs compagnons, mais ce qu'on observe, c'est qu'à leur arrivée, par exemple, Anna est devenue celle qui a porté le projet migratoire. C'est-à-dire que le compagnon a commencé son doctorat, s'est rendu compte que son doctorat n'avançait pas. Il a dû réorienter un peu son projet de doctorat et pour recommencer un autre doctorat. Et ils se sont rendus compte que pour accéder à la résidence permanente au Québec, c'était un peu compromis où ils allaient devoir attendre très longtemps. Et donc Anna, qui travaillait comme caissière, qui a travaillé dans d'autres secteurs d'activité au Québec, a pu avoir le CSQ, donc le certificat de sélection du Québec. Et donc, on lui a expliqué à ce moment-là, en fait, c'est toi qui vas permettre à la famille d'avoir la résidence permanente. Donc, on peut arriver en suivant son compagnon, mais cela ne dit pas qu'on est juste une suiveuse. Et ça, ça fait écho avec toutes les recherches qui sont faites ailleurs aussi sur les motivations à l'immigration et sur les figures des femmes. Souvent, on croit que les femmes qui arrivent avec leurs compagnons sont des suiveuses. Et ce que montre cette recherche, c'est que là, une situation particulière a fait que la suiveuse est devenue celle qui était la porteuse du projet migratoire de la famille et qui a permis à toute la famille d'avoir sa résidence permanente. Et son compagnon a soutenu son doctorat. Donc Anna a la soutenance du doctorat. Son compagnon a eu des entrevues à Chicoutimi, elle l'a expliqué, et n'a pas été retenu pour un poste de professeur et a finalement été recruté à l'Université Sainte-Anne. Et donc ils sont partis à ce moment-là s'installer dans les communautés francophones suite au recrutement de son compagnon. Et c'est grâce à Anna que son compagnon a pu avoir la résidence permanente. Donc tout ça pour montrer que... et donc Anna, elle nous explique aussi une situation particulière, c'est que à son arrivée au Québec, elle est tombée enceinte. Et à ce moment-là, au Québec, quand on était résident permanent, résident temporaire, arrivé avec un compagnon résident temporaire, on ne pouvait pas bénéficier de la RAMQ, donc de la sécurité sociale au Québec. Et donc, elle a accouché en s'endettant. Donc, ils ont dû s'endetter pour pouvoir accoucher. Pourquoi je rappelle ce fait? C'est que ce fait me permet de montrer la gentilité et l'autonomisation que la migration a permis à Anna d'avoir. C'est que c'est Anna qui a remboursé toute la somme, les 10 000, et non pas son compagnon, il me semble. Et donc, c'est grâce à son travail. Son compagnon, il faisait ses études, il avait peut-être des bourses, mais c'est elle qui a assuré à la fois pour accéder à la résidence permanente, et c'est elle qui a assuré pour pouvoir rembourser cette dette des 10 000 dollars, pardon, pour pouvoir accoucher euh, à Québec, au Québec. On va passer au dernier cas. Donc, cette situation au Québec a changé entre-temps parce on a vu qu'il y avait des situations un peu très, très difficiles pour les femmes immigrantes qui ne pouvaient pas accoucher dans des conditions
optimale. Donc, au Québec, ils ont changé, je crois. Donc, les femmes maintenant peuvent, les femmes de résidents temporaires, qui sont elles-mêmes résidentes temporaires, peuvent accoucher et avoir des soins, avoir accès à la RAMQ maintenant. Mais Anna, elle était arrivée à ce moment-là, donc elle ne pouvait pas bénéficier de ce soutien. Donc ici, pour conclure, je vais vous présenter un peu un modèle qui est évidemment imparfait, qui doit être amélioré dans les années à venir pour les recherches sur l'immigration dans les communautés francophones, plutôt sur la prise de décision individuelle pour venir s'installer dans les communautés francophones. Pour lire ce modèle, l'idée c'est que il n'y a pas un seul facteur qui permet d'expliquer, il n'y a pas une seule chose qui permet de dire voilà pourquoi on immigre dans les communautés francophones. Ça, c'est la première leçon que je tire de cette recherche. Les Congolais, par exemple, on dit migrent pour les études, on dit quelque chose de vrai, mais en même temps d'incomplet. Les études ne suffisent pas à expliquer. Il y a aussi la famille, le réseau, l'imaginaire, l'expérience d'un séjour ailleurs, les revenus de la famille au pays, donc la classe sociale, le contexte politique du pays d'accueil à ce moment-là, qui, une fois réunis, vont permettre d'expliquer l'immigration dans les communautés francophones. Et donc, toutes ces dimensions, j'en ai réuni 10. Par exemple, pour aller rapidement, la personne et sa famille. Donc, ce sont les facteurs individuels, la famille et le soutien, les imaginaires et le réseau, donc les différentes représentations, les imaginaires géographiques, comme l'ont montré Luisa Véronis et Suzanne Huot, qui permettent de s'imaginer les territoires sur lesquels on va immigrer, les imaginaires migratoires, un peu les différents schémas que l'on a, vont participer à influencer le parcours. Et donc, chaque parcours, évidemment, va réunir un peu ces facteurs, mais différemment. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On peut mobiliser ce modèle analytique pour d'autres types de prise de décision migratoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Abdul Malik, pour cette super présentation. Je vais vous inviter maintenant à lever la main ou à mettre vos questions dans le clavardage enfin, si vous avez des questions à poser à Abdul Malik, si vous voulez interagir d'une façon ou d'une autre. Je pouvais juste dire bravo, c'était une super de présentation, puis ça a démontré les enjeux, puis les vraies choses. Donc, merci. Merci, Mélanie. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? Alors, dans le chat, on a Asma qui demande combien de personnes ont répondu aux questions. Je vais répondre rapidement. En fait, il y a eu, en entrevue, on a eu près de 17 personnes, mais on en a retiré 4 à peu près, qui étaient des personnes réfugiées, on s'est dit que c'est une situation assez particulière et que ça demande de tenir compte à la fois des politiques liées à l'asile et des politiques migratoires classiques. Donc on s'est dit, pour cette recherche-ci, on se concentre seulement sur les personnes qui ne sont pas demandeuses d'asile ou réfugiées. Mais on a eu, on dirait, à peu près 14 personnes pour l'entrevue et chaque entrevue a duré plus d'une heure. On a une question d'Amal. Oui, merci beaucoup, Abdelmalik. Une recherche très importante. Est-ce que donc l'expérience de ces immigrants et immigrantes dans ces trois ou quatre provinces, dans les provinces donc en dehors du Québec, est-ce qu'elle est semblable dans toutes les provinces? Est-ce que vous avez remarqué, je sais que là vous avez présenté les résultats primaires qui sont en fait très très approfondis. Est-ce que Oui. Est-ce qu'il y a des spécificités ou distinctions? Parce que là, c'est le Québec et puis le reste du Canada. Mais dans ce reste du Canada, vous avez remarqué des spécificités qui donc spécifiques et uniques à une province et pas à d'autres? Merci. Oui, merci Amal pour la question. En fait, l'idée, c'était vraiment
Si je comprends bien la question, c'est de voir est-ce qu'il y a des spécificités dans la motivation à venir au Québec et dans la motivation à venir s'installer dans les communautés francophones. Je dirais plutôt que non. Il n'y a pas il n'y a pas de facteur qui permet de dire là, à part le fait qu'on sait, les personnes qui immigrent avaient l'imaginaire que le Canada, quand on parle de francophonie, c'est le Québec. Donc, à part ce fait-là, pour le non, lors du projet migratoire, il n'y a pas vraiment de distinction. On retrouve à peu près des facteurs similaires. Le besoin d'aller étudier, le besoin de pouvoir travailler, le besoin de pouvoir s'occuper de sa famille, euh, etc. Donc, c'est à peu près les mêmes facteurs qui reviennent. Concernant la question de l'intégration, comme je n'ai pas vraiment mené une recherche sur l'intégration, mais plus sur la prise de décision migratoire, je ne peux pas vraiment comparer avec les recherches qui ont été faites sur les questions de reconnaissance des diplômes, même s'il y a des petits éléments qui reviennent là-dessus. Mais j'ai choisi de me concentrer justement sur ce qui se passe en amont au moment de la prise de décision. Oui, merci beaucoup. Donc, est-ce que je peux ajouter quelque chose en Oui, commentaire? Oui, merci. Oui, donc, maintenant que tu expliques cela, je me dis que possiblement, euh, la spécificité des provinces, donc, oui, ne se présente pas dans vos questions de recherche, objectifs, tout ça, c'est ce qui est bien, ce qui est correct. Mais peut-être pourquoi, ça dépend de pourquoi les gens, surtout pour ceux qui ont, non, pardon, c'est l'imaginaire, le concept que tu utilises sur les provinces. Peut-être la situation socio-économique, hein, de la province, parce que moi, j'étais en Alberta pendant le boom économique. Ça, c'était l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'immigrants, francophones ou autres, ont quitté le Québec, le Nouveau-Brunswick, même l'Ontario, pour s'installer en Alberta. Donc, ça peut être oui, ou possible disponibilité des opportunités éducationnelles, par exemple. Donc, oui. c'est ça. oui, 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 je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a il y a ces aspects-là, comment dire, le contexte macroéconomique de la province qui doit certainement jouer un rôle attractif pour que les personnes puissent venir s'installer dans les communautés francophones. Je suis bien d'accord, oui. Mais comme la recherche, je l'ai faite en assumant un peu une position méso et micro, donc je n'ai pas regardé un peu la dimension macro, oui. OK. Mais je suis complètement d'accord. Merci. On a une question dans le clavardage de Laurence qui voudrait savoir pourquoi dans les profils types, il y en a pas qui arrivent directement avec un programme économique de résidence permanente comme Entrée Express et est-ce que c'est parce que ça représente qu'un petit pourcentage? Oui, alors, je vais regarder les profils types, mais l'idée, je suis bien d'accord, je pense il y a parmi les personnes immigrantes qui arrivent en contexte minoritaire, il y en a qui passent par entrée express et arrivent comme résidents permanents. On n'a pas eu ce type de configuration, mais oui, je suis bien d'accord qu'il doit y avoir ce type de cas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce sont des résultats qui ne sont pas là pour servir à généraliser à l'ensemble des personnes qui immigrent dans les communautés francophones, mais plutôt à comprendre. En fait, c'est pas comme une enquête statistique. L'objectif là, c'est de comprendre les raisons, les motivations, le sens que les gens donnent au choix de venir s'installer dans les communautés francophones, plus que la fréquence ou la représentativité d'un programme plutôt qu'un autre. Euh, Est-ce qu'il y a des facteurs propres à la communauté congolaise qui ne s'appliquent pas nécessairement à d'autres groupes francophones qui immigrent? Je pense que merci pour cette question, Alice, puisque on a lancé cette recherche au moment où c'était vraiment les personnes d'origine congolaise qui étaient majoritaires dans les communautés francophones. Mais là, maintenant, on se rend de plus en plus compte que ce sont les Camerounais qui sont en tête. Peut-être que, et c'est même pas peut-être, c'est prévu que l'Observatoire fasse une recherche similaire sur les Camerounais pour pouvoir faire une comparaison avec... Oui, donc ça répond à la question d'Inès qui vient d'être posée dans le chat. On envisage de faire une comparaison avec les communautés
immigrantes camerounaises, algériennes, marocaines dans les mois à venir. Oui, merci beaucoup. Il y a une deuxième partie de ma question qui n'a pas été Oui, répondue. Oui. les politiques d'immigration Oui, oui. Est-ce que canadiennes. vos résultats suggèrent, par exemple, que les politiques d'immigration sont plus déterminantes que ces facteurs que vous avez? Oui, en fait, c'est pour ça que j'avais montré le modèle d'analyse là. C'est que il n'y a pas un facteur qui est plus déterminant. Mm, Parce que si les politiques favorisent l'arrivée des francophones et qu'on n'a pas l'argent, par exemple, on vient d'une famille très pauvre, mm. on s'est endetté, mais on n'a pas réussi à réunir les fonds pour pouvoir partir, ben les politiques peuvent favoriser autant qu'elles veulent, mais on n'a pas la possibilité, on n'a pas le réseau pour pouvoir accéder aux informations non plus. Donc, je pense que c'est plus des facteurs qui, qui se, qui Oui, c'est vrai. s'imbriquent, qui s'imbriquent pour pouvoir expliquer un peu la venue dans les communautés Merci beaucoup. francophones. C'est vraiment bien. Merci. Merci beaucoup. Euh, Je vois que les questions continuent de venir dans le clavardage. Oui, oui. Merci Edge pour ce point. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on a rencontré. C'est que quand on a commencé nos recueils de données qualitatives, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes réfugiées qui étaient disponibles pour répondre aux entrevues. Et donc, ça permet de confirmer. On n'avait pas cette donnée. Merci de la souligner ici dans le chat. Prochaine question Donc, d'Ayaz dans le clavardage. pour bien situer le contexte, lorsque vous parlez du Congo, faites-vous... Oui, là, je fais référence à la RDC, à la République démocratique du Congo. On a une très grande communauté camerounaise à Hawkesbury. Ok, ben on garde cette information en tête, Alexandra, pour les recherches à venir sur les communautés camerounaises et d'origine maghrébine. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse faire des comparaisons pour comprendre les motivations des uns et des autres. Pourquoi c'est important d'étudier les motivations? C'est qu'on s'est rendu compte, il y a quelques recherches qui l'évoquent, qui ont été réalisées par Luisa Véronis et d'autres chercheurs, c'est que les personnes arrivent pour renforcer la vitalité des communautés francophones, mais on ne connaît pas suffisamment les attentes que ces personnes ont dans leur trajectoire migratoire. Donc là, c'est une première étape. Maintenant, on voit les motivations que les personnes présentent dans les personnes d'origine congolaise. Quand on connaîtra les motivations des Camerounais, ça permettra aux organismes communautaires de pouvoir agir pour la rétention. Parce que si on ne connaît pas les attentes des personnes, comment on peut les retenir dans les communautés francophones? Et en fait, c'est un travail qui va favoriser la rétention des personnes. Même si on s'intéresse au départ à la période pré-migratoire, mais cette connaissance de la période pré-migratoire va aider la rétention. Les délais de traitement de l'immigration est un facteur influençant le choix de la province. Oui, très, très probablement, oui, oui. Comme je pense que c'est un facteur qui peut jouer, mais je l'ai inclus dans ce que j'ai appelé la politique migratoire canadienne dans le modèle d'analyse que j'ai présenté tout à l'heure. Est-ce que vous avez une certaine attention de la division rurale-urbain? Il me semble que dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la situation est différente de celle qui prévaut à Moncton. Merci pour cette question, Louise. On s'est rendu compte dans l'analyse, mais j'avais pas, je ne pouvais pas tout présenter, notamment sur la Nouvelle-Écosse, dans le cas d'Anna qui est installée à Clare, nous a permis de pouvoir comparer justement entre le rural et l'urbain. Et on s'est rendu compte que les Congolais peuvent arriver en milieu rural, mais la plupart vont se déplacer vers les milieux urbains dans les communautés francophones. Enfin, c'est un peu ce qui ressort à travers cet échantillon, mais je pense qu'il faudrait peut-être pousser un peu plus pour comprendre les différents choix qui influencent ces déplacements entre le rural et l'urbain. Mais oui, je pense que c'est un vrai point à investiguer pour les années, les mois à venir. Merci.
qu'il y a d'autres questions? Une question d'Inès qui vient d'arriver. Oui, Et merci Alice. Oui, le statut matrimonial influence beaucoup le projet migratoire, surtout pour le type 3. Euh, mais comme je le montrais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est arrivé en étant parrainé par son compagnon ou sa compagne qu'après, on ne va pas un peu être celui qui porte le projet de la famille. En fait, le statut matrimonial influence le projet migratoire, mais euh, le projet migratoire peut être adapté en fonction des circonstances et du contexte du pays d'accueil ou de la province d'accueil. Merci Edge pour les données. Donc en fait, pour peut-être conclure rapidement, est-ce que pour ce modèle, j'ai pas bien compris Alice. Est-ce que vous constatez que le choix de la province d'installation est plus fortement influencé par la présence d'une communauté congolaise déjà présente? Oui, 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 tout à fait. Euh, alors, je pourrais pas dire que c'est influencé d'un point de vue statistique, puisque c'est lié au récit qualitatif que les personnes nous ont transmis. Mais ce qui est certain, c'est que la question du réseau est décisif, et notamment le réseau de la communauté immigrante. Par exemple, j'ai décidé à Moncton, quand on était au symposium, pendant que le symposium était quasiment fini, le dernier jour du symposium en immigration francophone, j'ai décidé d'aller dans une église, parce que je sais que l'église joue un rôle structurant pour accueillir, informer les personnes qui souhaitent s'installer dans les communautés francophones, surtout dans la communauté congolaise. Et dans ces églises-là, il y a beaucoup de personnes congolaises. Donc je pense qu'il y a une piste là pour les organismes communautaires, parce que les églises jouent un peu le rôle d'un organisme communautaire qui ne dit pas son nom. Et c'est un peu ce que je constate dans cette recherche. on a une question d'Aïcha, toujours. Peut-on dire que le déplacement vers les communautés francophones en situation minoritaire est une réaction au processus d'établissement en tant que résident permanent un peu long, plus l'effet du racisme mentionné, tout en profitant du capital social et humain? Euh, oui, je pense que c'est. Merci pour cette question, Aïcha. Je pense qu'elle résume un peu la présentation. Concernant ceux qui ont connu une migration secondaire ou interprovinciale à partir du Québec. C'est vraiment, surtout le cas de Anna que j'ai présenté tout à l'heure, est assez emblématique de cette situation où on arrive pour pouvoir faire la demande de résidence permanente au Québec. On se rend compte que la situation est très longue pour avoir le CSQ, etc. On a fini par l'avoir, on subit du racisme. Et puis on a du réseau qui nous permet, une opportunité professionnelle qui nous permet de pouvoir venir dans les communautés francophones. Et on l'a saisi, on va s'installer à Clare, on va s'installer à Moncton, etc. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer pourquoi les immigrants francophones viennent s'installer dans les communautés francophones. Et c'est important de les connaître pour pouvoir les accompagner dans leur intégration et plus tard dans la rétention. Emmanuel a levé la main. Je sais pas si... Ouais, merci. C'était juste un petit que je m'étais dit, bon, on va diversifier les voix qui parlent. Un petit complément pour quand vous approfondirez la recherche sur les réfugiés, sur les différentes modalités d'accueil des personnes réfugiées. Les paroisses jouent souvent un rôle important dans l'accueil des réfugiés quand on est dans le programme. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le programme d'accueil privé de réfugiés. Souvent, c'est les paroisses qui prennent le dessus. Donc, ça peut jouer aussi, enfin, ça peut jouer un ancrage assez fort des migrants et en particulier, enfin, là, parce qu'on parle des immigrants congolais, un rattachement fort à leur paroisse ou au groupe, en tout cas, la communauté qui gravite autour de la paroisse parce qu'elle joue un rôle assez fort d'accueil des réfugiés en particulier. Mais c'est pas une question, c'est juste un complément. Hmm. Merci pour ce commentaire, Emmanuel. En effet, c'est un peu
C'est un peu ce qu'on a observé. Il y a Inès qui dit à peu près la même chose que ce que tu viens de dire sur le fait que les institutions religieuses sont impliquées dans l'offre de services de façon informelle. Et là, dans le cas des Congolais, c'est certain que c'est grâce à une personne congolaise que j'ai été dans l'église à Moncton, mais je présume que en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, la question de ces paroisses et de ces églises est centrale pour l'intégration, l'établissement et même la rétention, parce que ces églises jouent déjà un rôle avant même que les personnes arrivent. Donc, je pense qu'il y a peut-être des actions à mener pour les organismes communautaires avec Mhm. les églises de façon organisée, structurée pour renforcer la rétention notamment. Moi, je pense surtout à la rétention. Justement, c'était là ma dernière intervention. À partir de ce modèle, quelles leçons exactement, quelles leçons précises les organismes francophones pourraient-ils tirer pour améliorer non seulement l'attraction et surtout la rétention des nouveaux arrivants francophones? Alors, quelles leçons? Je dirais plusieurs, mais si je dois en donner une, ce serait que de tenir vraiment compte Mhm. des attentes des personnes qui arrivent et qui n'arrivent pas en se disant on va sauver le français dans les communautés francophones. C'est ce qu'on voit dans cette recherche. Et, la plupart ne savent pas qu'il y avait des communautés francophones, hormis le cas des étudiants que j'ai évoqués tout à l'heure, parce qu'eux, ils viennent à l'université de Moncton, donc ils entendent que c'est l'une des plus grandes universités francophones à l'extérieur du Québec. Donc ils se disent, OK, il y a peut-être une poche de francophones au Nouveau-Brunswick, mais ils ont peut-être deux ou trois petites informations. Par exemple, il y a une enquêtée qui me disait, oui, j'ai été voir mon oncle qui est en Alberta parce que les anglophones, donc en fait, le choix de l'Alberta était davantage influencé par l'image de l'inclusion, l'imaginaire de l'inclusion des anglophones. Et à aucun moment, elle n'a parlé d'un imaginaire selon lequel il y aurait des communautés francophones qui pourraient l'accueillir. Lorsqu'il est arrivé qu'elle a découvert les communautés francophones. Et donc, connaître un peu ces imaginaires, ces, euh, ces attentes, ces rêves que les personnes apportent, ces espoirs, et donc tenir compte de ces enjeux-là permettra de renforcer la rétention. Moi, je pense que c'est un peu le résultat que j'ai choisi de mettre en valeur, de mettre en perspective, parce que sans tenir compte de ces aspects-là et de juste se dire qu'ils viennent renforcer la francophonie en contexte minoritaire, on passe un peu à côté de quelque chose parce que c'est pas contradictoire du tout ces imaginaires parce que la plupart des personnes qu'on a rencontrées dans cette recherche sont très contentes de pouvoir travailler en français, de pouvoir bénéficier de services en français quand ils sont disponibles évidemment. Et donc c'est assez complémentaire avec le travail des organismes communautaires. Merci. On a une question d'Ayaz dans le clavardage. Voyez-vous la mobilité des ressortissants congolais, pardon, et plus largement des immigrants francophones du Québec vers les autres provinces comme une tendance appelée à croître dans les prochaines années? C'est une très bonne question. Je n'ai pas de baguette magique pour lire l'avenir, mais on a des tendances, c'est vrai, qui laissent penser qu'il se pourrait. Alors déjà, il y a la politique en immigration francophone qui est menée par IRCC, avec une augmentation croissante des cibles, qui va certainement favoriser la venue de personnes immigrantes dans les communautés francophones. Il y a aussi les politiques proprement québécoises. Alors je sais que les communautés francophones se sont exprimées à ce propos-là. Par exemple, la suppression du PEC au Québec euh, peut créer des possibilités d'installation dans les communautés francophones. Mais pour les communautés, pour les agents communautaires, les personnes investies dans les communautés francophones, elles ne peuvent pas dire évidemment qu'on veut que tous les francophones au Québec quittent le Québec pour venir chez nous, puisque ça reste la francophonie canadienne. Mais oui, c'est une possibilité que des personnes puissent quitter le Québec pour venir s'installer en contexte minoritaire. Mais il y a aussi la possibilité inverse, c'est que les personnes viennent, sont frustrées, ne sont pas satisfaites des services en français, de l'intégration en français et décident de repartir au Québec. Donc, je pense que ce sont des vases communicants et je pense que le modèle que j'ai présenté tout à l'heure permettra en tout cas d'essayer de comprendre pourquoi on quitte le Québec ou on quitte une communauté francophone pour le Québec. Merci beaucoup, Abdul Malik. Et tu as répondu à ma deuxième question qui était aussi de savoir, parce que je constate aussi pas mal de profils comme résidents permanents qui s'installent hors du Québec et finalement pour l'employabilité en français décident de
partir au Québec. Donc c'était un peu voir aussi si vous avez constaté cette tendance de votre côté. Oui, 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 cette tendance, on l'a effleurée. C'est-à-dire que peut-être les recherches futures vont permettre de voir jusqu'où ça va. Mais on l'a un peu effleuré parce qu'il y a une personne qui nous a confié que elle a du mal à trouver un travail en français et il a un réseau à Montréal qui lui permettrait de pouvoir travailler dans son domaine. Et donc, il réfléchit s'il va aller s'installer à Montréal, finalement. Donc, c'est pas quelque chose de mûrement réfléchi, mais c'était juste un partage d'informations dans la discussion. Mais oui, ça peut être une recherche à mener dans les années à venir. Il y a On va une prendre autre. une question de Soumia et ensuite on va conclure. Oui, quelles mesures pourraient être mises en place pour attirer davantage d'immigrants francophones et les encourager à rester dans les communautés francophones en situation minoritaire? Donc ça fait la réponse que je peux donner là spontanément, très rapidement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai répondu à la question d'Alice, Alice Prophète, c'est que les mesures à mettre en place, c'est de quand les personnes arrivent, je ne sais pas comment on pourrait faire cela, mais essayer de tenir compte vraiment de c'est quoi les bagages qu'ils apportent. Parce qu'on va regarder davantage les bagages professionnels, scolaires, mais au-delà de ces bagages-là, il y a des bagages en termes de rêves, de projets personnels, de réalisation de soi, qui vont influencer l'intégration ou pas. La question des émotions est une question très importante. C'est-à-dire que je suis arrivé en contexte minoritaire, j'ai pas réussi à venir avec ma famille, c'est juste un exemple que je prends comme ça. Ma famille, elle est restée, j'ai envie de pouvoir la faire venir, mais les démarches sont lentes. Je ne me sens pas bien dans les communautés. Je préfère aller au Québec parce qu'il y a beaucoup de Congolais ou il y a beaucoup de Camerounais qui pourraient m'accompagner dans mes démarches. Donc, ce que je dirais, c'est vraiment de savoir, de tenir compte de la pluralité des facteurs, des motivations des gens. Parce qu'une seule personne peut arriver avec une multiplicité de projets. C'est pas juste un seul projet migratoire. C'est un projet de vie. Donc, un projet de vie, c'est plusieurs ramifications. Et tenir compte de toutes ces ramifications, je pense que ça renforcerait en tout cas la rétention des personnes qui arrivent. Au-delà de la question économique, puisqu'on va parler du travail, est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'il y a des écoles, mais il y a aussi ces aspects un peu humains, si je puis dire, qui jouent aussi beaucoup dans l'intégration et la rétention. Oui, 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 oui. La question de l'emploi, la question du logement aussi joue un rôle important. De se quitter rapidement, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour vous abonner à nos infolettres si ce n'est pas déjà fait ou si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite à scanner ce QR code aussi pour répondre à l'enquête de satisfaction. On fait une enquête de satisfaction à chaque atelier, ça nous permet de savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu et de pouvoir toujours vous offrir du contenu de qualité. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour scanner ce QR code. Et je vous rappelle que les ressources seront envoyées d'ici lundi au plus tard avec l'enregistrement de l'atelier et la présentation d'Abdul Malik. Et également, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site oifc.ca pour en savoir plus sur nos missions et sur le travail fourni par l'Observatoire. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et encore merci à Abdul Malik pour cette super présentation et Merci à beaucoup, bientôt. Claire. Merci à la communauté. Merci. À bientôt. Au revoir.